Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo, dans cette vidéo dont je vous parle depuis déjà quelques vidéos, puisque du coup cet été je me suis lancée, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la lecture de Autant en emporte le vent par Margaret Mitchell, donc dans cette nouvelle traduction chez Gallmeister. C'est un récit du coup qui m'a accompagnée une belle partie du mois d'août en parallèle de mes autres lectures et du coup voilà, j'avais envie d'y dédier une vidéo puisqu'on est quand même sur pratiquement 1500 pages au total de récits, mais c'est un récit, enfin c'est une vidéo que j'ai un peu reportée, repoussée parce que c'est un peu délicat de parler de ce titre. J'espère du coup n'offenser personne et je m'excuse vraiment par avance si c'est le cas. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous renseigner. Vous trouverez assez facilement des articles sur internet qui parlent justement des différentes polémiques qui existent autour de Autant en emporte le vent, que je vous invite à lire puisque du coup j'en ai lu aussi pas mal pour préparer cette vidéo. Du coup, donc je me suis lancée dans Autant en emporte le vent. C'est un récit que j'avais déjà dans ma pile à lire. J'ai jamais vu le film, enfin en tout cas j'en ai vu que quelques extraits et comme le film fait quasiment 4 heures, on peut considérer que je ne l'ai pas vu. Oui sinon, et puis en plus de ça, ça remonte quand même pas mal. Et du coup voilà, j'avais déjà envie de le lire, je l'avais déjà dans ma pile à lire dans l'ancienne traduction depuis quelques temps. Et du coup il y a eu une nouvelle traduction par Josette Tige-Portige puisque le livre est tombé dans le domaine public en janvier. Et du coup donc juste après le confinement sont sorties du coup ces nouvelles éditions. Et Gallimard de son côté a également, enfin chez Folio ils ont également réédité donc la même traduction, donc l'ancienne, avec les images du film, mais ici donc voilà, c'est vraiment ceux de chez Gallmeister qui proposent cette nouvelle traduction. Du coup, donc comme je vous disais, j'avais déjà les anciens dans ma pile à lire, je les avais achetés il y a quelques temps de ça en bouquiniste, mais vraiment j'ai eu envie de me consacrer à cette nouvelle traduction. J'ai regardé quelques articles dessus qui parlaient justement de ce qui avait été changé, de ce qui avait motivé cette nouvelle traduction, et ça m'a convaincue. Ce qu'il y a en fait le principal changement dans cette nouvelle traduction de Josette Tige-Portige, c'est un changement au niveau du parler des esclaves et du parler des noirs en général. Pour ceux qui ne connaissent pas Autant en emporte le vent, en version très courte, ça se passe juste, ça commence donc dans le sud des États-Unis, en Géorgie je crois, juste donc en 1861, donc juste avant la guerre de sécession. Scarlett O'Hara est une jeune fille qui est la fille des maîtres d'une très grande plantation. Elle est très amoureuse depuis toujours de Ashley Wilkes. Tous les mariages etc. en ce moment sont un petit peu précipités puisque la guerre de sécession est imminente. Ensuite, donc ça se passe pendant la guerre de sécession pour ce qui est du premier tome, et pour ce qui est du second, donc dans ce découpage là, on est post-guerre de sécession, donc plutôt avec toutes les questions sur les noirs affranchis, etc. Du coup, forcément, la population noire est très présente dans les deux récits. C'est quand même au cœur du récit puisque c'est ce qui a motivé en partie la guerre de sécession. Et du coup, l'ancienne traduction proposait un parler des esclaves qui était vraiment extrêmement caricatural, avec du coup les R qui étaient remplacés par des apostrophes et des I partout, donc qui parlaient... Enfin vraiment voilà, c'était le cliché de ce qu'on peut trouver dans ce style, ce qui a été donc du coup complètement revu par Josette Tige-Portige, qui s'est beaucoup renseignée sur ce qui se faisait à l'époque pour essayer de trouver quelque chose en fait qui était à la fois moins stéréotypé et également plus proche de ce qui a pu vraiment se faire. Il y a également quelques mots qui ont été remplacés, par exemple l'utilisation du mot nègre est vraiment beaucoup plus rare dans ce récit, enfin dans cette nouvelle traduction, et lorsqu'il est utilisé c'est vraiment utilisé de manière péjorative. Et sinon quand on parle juste d'un noir, voilà, maintenant c'est écrit un noir. On a également des changements au niveau... de la traduction en elle-même. Ça c'est quelque chose qui est assez typique des traductions de cette époque-là. Donc Autant en emporte le vent est sorti en 1936 et du coup il a été traduit pour la première fois je crois en 1939. Et du coup voilà, c'est ce qui se faisait à cette époque-là. C'est également ce qu'on a pu reprocher par exemple au Seigneur des Anneaux ensuite, c'est que c'était des traductions qui avaient un peu tendance à enjoliver le texte et à dire... à rajouter des choses, à expliquer le texte également au lecteur, et du coup voilà, finalement maintenant on se tourne vers des traductions qui sont un petit peu plus fidèles. C'est ce qui a également motivé donc la retraduction du Seigneur des Anneaux il y a quelques temps. Et du coup c'était également l'autre sujet ici, de faire quelque chose de plus fidèle, de plus fluide également, et de changer du coup voilà, vraiment ce parler des esclaves.
Pour ce qui est du coup de ce récit, comme je vous disais, donc le premier on est vraiment sur du pré-guerre et la guerre de sécession, alors que le second on est après la guerre. C'est un titre que j'ai trouvé assez... alors c'est un titre que pour ma part j'ai apprécié lire. J'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouve que c'est très révélateur d'une époque et c'est quand même à prendre dans ce cadre-là, je trouve que c'est vraiment à contextualiser effectivement il y a plein de choses qui se passent où on sait maintenant avec nos yeux que c'était pas des choses très positives. Mais voilà, à cette époque-là, c'était comme ça que ça se passait et finalement je pense qu'il y a... c'est un livre qui est assez raciste, mais c'était l'époque qui était comme ça. Et finalement, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez d'autres auteurs, et c'est quelque chose qu'on se dira sûrement dans quelques années sur des récits qui sortent maintenant, que ce soit sur des sujets racistes, handiphobes, LGBT-phobes, enfin voilà. Je trouve que par exemple, je me souviens quand j'avais lu Lovecraft, je trouve ça extrêmement raciste aussi, mais voilà, c'est l'époque qui veut ça aussi malheureusement. Donc pour ce qui est de Autant en emporte le vent, au niveau de la lecture, j'ai trouvé ça vraiment prenant et vraiment intéressant. Le premier tome m'a vraiment embarqué pendant une grosse partie, ils font à peu près 700 pages chacun. Le premier tome m'a embarqué pendant une grosse partie jusqu'à un moment où vraiment quand on est dans la guerre, il y a beaucoup de faits de guerre qui s'enchaînent. Et du coup, voilà, si on n'est pas extrêmement passionné de guerre de sécession et que tous les combats ne nous intéressent pas forcément, il y a un passage qui peut paraître effectivement un petit peu long. Margaret Mitchell a fait énormément de documentation sur la guerre de sécession, même si son récit a été écrit en partie pendant ou juste après, je sais plus exactement, je crois qu'elle l'a écrit sur une... non bah un peu après du coup, elle l'a écrit sur 10 ans quand même. Et il a reçu le prix Pulitzer juste après sa parution. C'était quand même un gros monument et du coup c'était un très gros travail. Margaret Mitchell est morte ensuite assez rapidement, donc elle a rien écrit d'autre. Mais voilà, du coup donc le premier tome était vraiment très chouette jusqu'au stade où il y a beaucoup de faits de guerre qui s'accumulent. Pour ce qui est du second, c'est un titre qui m'a un petit peu plus... enfin que j'ai trouvé intéressant, je le trouve beaucoup plus féministe, mais il est aussi beaucoup plus raciste. Voilà. C'est un petit peu le souci ici, c'est que finalement, donc, comme je disais, c'est très révélateur d'une époque, et c'est révélateur d'une époque dans laquelle il y avait énormément de bouleversements. Et c'est grâce à tous ces bouleversements que Scarlett O'Hara finalement réussit à s'en sortir dans la vie. Donc comme je vous disais, elle est folle amoureuse de Ashley Wilkes, sauf que ses plans ne se passent pas tout à fait comme prévu, et c'est ce qui va l'amener petit à petit donc, à rencontrer et ensuite à côtoyer vraiment Rhett Butler, qui est donc le héros masculin de cette histoire, même si vraiment l'héroïne c'est Scarlett. Il y a beaucoup d'autres personnages qui gravitent autour, et ça je trouve ça très chouette, c'est l'avantage d'un récit aussi long, c'est qu'on a le temps de s'attacher aux autres personnages, et que finalement chaque personnage a son histoire dans l'histoire. Scarlett dans le premier tome c'est vraiment une adolescente qui est assez chiante, assez fleur bleue, qui est très égoïste, qui a des grands idéaux, etc. Tous ces idéaux se retrouvent un peu bouleversés par la guerre, dans laquelle elle est obligée de faire face à beaucoup de choses, elle se retrouve obligée de prendre en main les choses, et ensuite finalement le fait qu'elle se retrouve dans des situations très compliquées pendant la guerre va l'amener à vouloir coûte que coûte s'en sortir dans la vie, et s'en sortir dans la vie pas seulement grâce au mariage, mais aussi faire des choses par elle-même. Ce qui va l'amener ensuite du coup à monter une entreprise, à embaucher des gens, etc. et à avoir un comportement finalement extrêmement féministe pour l'époque, extrêmement progressiste, puisqu'à cette époque-là, les femmes voilà, ne s'occupaient que de leurs enfants à la maison et c'est tout. Même gérer une plantation c'était quelque chose de très masculin, et finalement voilà, Scarlett se retrouve à faire énormément de choses par elle-même, donc c'est un récit qui est très féministe de ce côté-là et vraiment très chouette. Et du coup voilà, c'est vrai que ça reste un personnage qui est égoïste, qui a une forte tête, qui est souvent assez chiant, mais malgré tout c'est un personnage qui est plutôt attachant, et voilà, ce côté vraiment où elle a envie de s'en sortir dans la vie en fait un personnage qui est plutôt sympa à suivre. Mais par contre c'est vrai que c'est également un titre, comme je disais, qui est assez raciste. Dans le premier tome je trouve que ça ne se voit pas plus que ça, dans le sens où dans le premier tome je pense que c'est un racisme qui est assez institutionnalisé, dans le sens où voilà, Scarlett et enfin les noirs qu'on croise finalement ce sont les esclaves. Les esclaves, il y a deux catégories, il y a les esclaves des champs et les esclaves de maison. Les esclaves de maison globalement sont bien éduqués, ce sont ceux qui vont élever les enfants, c'est les majordomes, etc. Ils ont des responsabilités, donc eux ils sont très bien considérés, ils sont considérés comme étant même indispensables au bon fonctionnement de la maison, ils sont plutôt valorisés, etc. Mais on a de l'autre côté
côté les esclaves des champs qui eux globalement sont des moins que rien, sont à peu près traités au même niveau que du bétail. On nous parle pas apparemment à Tara, donc la plantation de Scarlett, il n'y a pas de traite particulièrement mauvaise des esclaves, il n'y a pas de châtiments corporels en tout cas qui sont évoqués, les esclaves n'ont pas l'air particulièrement maltraités, etc. Mais voilà, on se doute quand même qu'il y avait forcément des choses puisqu'ils étaient esclaves et que globalement ils n'étaient pas très considérés. Donc voilà, pour ce qui est du premier tome. Pour ce qui est du second, le racisme est vraiment beaucoup plus flagrant. Dans le second tome, comme je vous disais, la guerre de sécession est finie, donc les Noirs sont affranchis. Pour le coup, les Noirs affranchis ont vraiment pas une place très chouette dans le récit. On nous dit globalement que tous les esclaves des plantations justement sont devenus des Noirs affranchis et que certains esclaves de maison qui étaient quand même assez attachés à leur maître, qui estimaient être bien traités, etc., sont restés au service de leur maître. Mais tous les esclaves affranchis sont vraiment traités comme des sauvages. On nous dit que ce sont vraiment que c'est vraiment ce qui fait la tare de la ville, que c'est ce qui rend certains quartiers dangereux, qu'on risque de se faire agresser, que ce sont des très mauvais travailleurs, qui sont très feignants, enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Pour le coup, eux, ils ont absolument tout état du monde. Donc voilà, ça pour le coup, c'est vraiment pas très chouette. Et puis il y a vraiment un côté où on romantise complètement l'aspect de période d'esclavagisme qui était très faste et très heureuse et qui est perdu maintenant. J'ai également vu que c'était un récit qui pouvait gêner par le fait qu'il y a un côté comme quoi un petit peu le Sud n'a pas perdu la guerre de sécession, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui peut ressortir du récit, que finalement ça n'a pas été si catastrophique que ça et qu'ils avaient des idéaux, etc. Et bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais malgré tout, il y a quand même certains passages où... Enfin, je trouve que Scarlett n'est pas le personnage le plus raciste. C'est un personnage qui a des pensées donc contre les Noirs affranchis qui sont vraiment pas terribles. Mais en dehors de ça, elle est pas... Enfin, il y a d'autres personnages qui ont vraiment des comportements qui sont beaucoup plus racistes et pas du racisme institutionnalisé et inconscient comme c'est le cas généralement de Scarlett. Et pour le coup, ça, Scarlett le critique. À chaque fois qu'un esclave est maltraité ou même que Scarlett s'énerve contre un esclave, ce qui peut arriver, elle dit à chaque fois que sa mère aurait détesté ça et qu'elle aurait très mal perçu le fait qu'elle les traite comme ça. Donc voilà, du coup il y a quand même un aspect qui remet un peu en question, mais par contre sur les Noirs affranchis, pas du tout. Pour le coup, comme je disais, voilà, c'est la tare de la société, et pour le coup ça ne pose aucun souci. Donc voilà, c'est vrai que c'est un titre qui est quand même assez paradoxal sur tout ça. Il faut savoir quand même que par exemple, c'est un titre qui est paradoxal sur... depuis toujours, sur les questions du racisme, c'est pas juste lié à l'œil qu'on a maintenant, puisque quand il est sorti, c'est un titre qui a extrêmement blessé certains auteurs noirs américains. Quand le film est sorti également, il y a certains auteurs noirs américains comme James Baldwin ou Toni Morrison qui se sont sentis extrêmement insultés par le film et par le livre. Mais à côté de ça, c'est également un film qui a permis certaines choses, c'est-à-dire que du coup, la femme qui joue Mamie, donc la nounou en quelque sorte de Scarlett, la nourrice de Scarlett, a reçu un Oscar. Du coup, c'était la première femme afro-américaine qui recevait un Oscar. Du coup, c'était quand même un événement en soi, même si elle a un rôle qui est celui d'une nourrice assez classique et que c'est pas du tout un personnage qui s'émancipe ou quoi que ce soit. Enfin, c'est la gentille nourrice globalement. Et du coup, ça a permis également aux autres acteurs d'annoncer le fait qu'ils boycotteraient toutes les remises de prix, tous les festivals, etc. si cette actrice-là n'était pas invitée. Ce qui était quand même le cas assez régulièrement, puisque donc, quand le film est sorti, on était quand même 20 ans avant les lois qui ont aboli la ségrégation raciale. Donc les Noirs américains n'étaient pas forcément hyper... invités dans ce genre d'événement, même quand ils avaient reçu un Oscar, comme c'était le cas de l'actrice. Donc voilà, du coup ça a quand même permis certaines choses, mais c'est vrai qu'à côté de ça, c'est un titre qui est quand même fondamentalement assez raciste et c'est lié à son époque, mais voilà. Du coup, il y a également eu pas mal de bruit autour de Autant en emporte le vent, puisque à la suite de la mort de George Floyd, il y a eu pas mal de questionnements finalement qui ont été faits sur de très nombreuses œuvres. C'est le cas d'Autant en emporte le vent, mais c'est le cas de plein d'autres œuvres, et notamment voilà, des œuvres qui traitent finalement de cette période de ségrégation raciale et d'esclavagisme. Et du coup, HBO a décidé de retirer Autant en emporte le vent de son catalogue, et ils ont annoncé finalement en fait qu'ils le remettraient
en accès avec des messages de contextualisation pour expliquer vraiment voilà, que c'était révélateur de cette époque, qu'à cette époque-là ça se passait comme ça, mais que maintenant ce sont des choses qui seraient mal considérées. Et pour ma part, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puisque je trouve qu'il n'y a pas de lieu de faire vraiment des censures, d'interdire complètement toutes ces œuvres qui datent d'une époque, même si elles sont très problématiques. Et je disais, c'est le cas du racisme dans certaines œuvres, c'est le cas de LGBT-phobie dans d'autres. Le racisme, comme je dis, est également présent par exemple chez Lovecraft. Et j'avais lu d'ailleurs une édition de Lovecraft qui était assez récente et dans laquelle on nous parlait effectivement à la fin du fait que oui, à cette époque-là, c'était considéré comme normal, même si maintenant ce sont des choses qui choquent. Et finalement, je trouve voilà, que les contextualisations de l'œuvre, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Et qui permet de continuer en fait à lire ces titres qui sont devenus des classiques, qui sont des titres qui sont, je trouve, intéressants, qui apportent certaines choses qui sont intéressantes. Et c'est vrai que c'est un récit qui est connu comme étant une grande fresque romanesque, etc. Bon, alors aussi, si juste avant de finir quand même sur le titre, je dois dire que c'est connu comme étant une grande fresque romanesque, comme une grande histoire d'amour. Je trouve pas que ce soit spécialement une histoire d'amour quand même entre Rhett et Scarlett, je trouve que c'est un petit peu compliqué de dire ça, ils ont une relation qui est quand même très particulière du début à la fin. Et d'ailleurs, la fin de Autant en emporte le vent m'a pas mal déçue, ce qui est quand même un peu dommage puisque finalement à la fin du récit j'avais l'impression qu'il nous manquait encore 100 pages. Tous ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez de quoi je parle, je trouve qu'il manquait finalement encore 100 pages pour que le récit soit vraiment fini et je trouve que c'était un peu un comble finalement après 1400 pages lues dans ce récit, dans cet univers, de se dire finalement qu'il en manquait à la fin alors que voilà, clairement on s'est tapé quand même beaucoup de pages, dont certaines pages qui étaient qui auraient peut-être pu être enlevées, qui étaient peut-être pas indispensables au récit, mais voilà, ouais, et puis c'est vrai que le côté très romantique, etc., je trouve pas du tout que ce soit ce qui ressorte le plus dans ce récit, mais bon. Malgré tout, c'est un récit que je suis contente d'avoir lu, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir découvert dessus, je trouve qu'il pose plein de questions hyper intéressantes. Pour ce qui est du film, je le verrai peut-être, je vais pas le voir tout de suite, je vais attendre d'avoir un petit peu plus oublié entre guillemets, enfin que ce soit un petit peu plus loin dans ma mémoire, avant de repartir pour 4 heures cette fois-ci de visionnage, puisque c'est à nouveau quelque chose d'assez long. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je sais que c'est assez compliqué de s'exprimer là-dessus et si vraiment ça part trop, ça devient trop compliqué dans les commentaires, c'est possible que j'en supprime certains ou que je bloque des réponses parfois parce que voilà, j'ai pas envie que ça parte dans de très gros débats. Je vous invite très grandement à aller lire tous les articles qu'on trouve assez facilement, il y en a eu par France Culture, etc. Sur justement la question de savoir si Autant en emporte le vent est raciste, si justement c'est normal que ce soit retiré de certaines plateformes, des questions de contextualisation, des questions aussi autour de la nouvelle traduction. Enfin voilà, je trouve que c'est un récit qui pour le coup est assez intéressant sur toutes ces questions, assez modernes, assez actuelles. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!